Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Explorers, un jeu de Phil Walker Harding, illustré par Sabrina Miramont, édité par Ravensburger, pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Dans Explorers, vous allez partir à la découverte d'un nouveau monde. Vous devrez utiliser au mieux les cartes et bien planifier votre parcours afin de devenir le plus grand des explorateurs. Pour la mise en place de base du jeu, vous positionnez votre plateau joueur du même côté que moi, vous donnez à chacun un feutre bien entendu, et vous allez rajouter les tuiles de scoring, tuiles aliments, bien entendu positionnées là où je les mets également, tuiles village et tuiles j'aime, et encore une fois du même côté que moi, car elles sont recto verso. Le dernier joueur à avoir voyagé dans un pays étranger où il n'avait jamais été reçoit le jeton premier joueur. Vous pouvez également tirer au sort si vous préférez. Le premier joueur choisit ou tire au sort 4 tuiles cartes différentes. Voici les tuiles cartes disponibles dans le jeu. Elles sont en réalité numérotées au niveau de leur village. Vous voyez ici 1, ici le 2, et donc ça continue. Là, je vous ai classé ça 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il doit choisir 4 tuiles avec des numéros différents. Il les place dans l'orientation et l'emplacement de son choix ou totalement au hasard selon son envie pour constituer la carte de l'exploration de votre partie. Donc voilà par exemple une carte d'exploration. Tous les autres joueurs doivent reproduire la même carte, c'est-à-dire les mêmes tuiles aux mêmes emplacements et dans les mêmes orientations sur leur propre plateau. Chacun va ensuite cocher le village le plus proche du centre, qui sera le point de départ de l'exploration. Alors attention, on va compter orthogonalement, donc on compte comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Par exemple, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les autres sont beaucoup plus loin du centre. Donc, le village numéro 8 va être coché par l'ensemble des joueurs. En cas d'égalité de distance, c'est le premier joueur qui tranche quel village sera coché. Tout le monde coche ensuite 3 cases du même type de terrain. Alors il y a 4 types de terrain dans le jeu. Vous avez la mer en bleu, vous avez le désert en jaune, la montagne en gris et la prairie en vert. Donc on choisit un seul type et les cases cochées doivent être adjacentes orthogonalement à une autre case déjà cochée, donc au début de la partie forcément au village de départ. Et donc par exemple, je peux cocher comme ça 3 cases d'un même type de terrain, donc ça se fait simultanément. Si vous jouez à moins de 4 joueurs, vous devrez barrer des récompenses de temple. Les récompenses de temple, c'est ce qui se trouve ici sur les côtés. Donc à 3 joueurs, vous allez automatiquement barrer la deuxième récompense de chaque temple. Et si vous jouez à 2 joueurs, vous barrerez en plus la 4e récompense de chaque temple. Et là, vous êtes prêt à jouer à Explorers. Le jeu se joue en 4 manches de 7 tours. Au début de chaque manche, le premier joueur mélange les 8 cartes exploration face cachée, puis en écarte une sans la regarder. Les 7 cartes restantes forment la pioche, le premier joueur et le joueur actif en début de partie. À son tour, le joueur actif révèle la tuile du dessus de la pioche et choisit parmi les 2 types de terrain celui sur lequel il souhaite avancer et il place le terrain en question face à lui, donc comme ceci, en direction de son plateau joueur. L'ensemble des joueurs va ensuite pouvoir cocher des cases simultanément. Le joueur actif, il coche 3 cases du type de terrain qu'il a choisi, donc ici la prairie, donc je vais pouvoir cocher comme ça 1, 2, 3 cases sur la prairie. Les autres joueurs, eux, ont le choix soit de cocher 2 cases du type de terrain choisi par le joueur actif, soit 3 cases du type de terrain non choisi par le joueur actif. Les cases cochées doivent bien entendu être d'un seul et unique terrain et adjacentes orthogonalement à une case déjà cochées. Par contre, elles ne sont pas obligatoirement adjacentes entre elles, même si là, c'est ce que j'ai fait pour mes coches à moi. Il existe une exception à cette règle avec les cartes exploration Joker. On va essayer d'en trouver. En voilà une par exemple. En effet, les cartes exploration Joker ont plusieurs types de terrains indiqués de chaque côté, 2 types de chaque côté. À ce moment-là,
quand vous choisissez un des côtés, vous allez pouvoir mixer vos croix entre les deux types de terrains représentés. Lors de votre exploration, vos coches peuvent atteindre des lieux ou des objets. C'est tout ce que vous avez de représenté sur les terrains, tous les symboles que vous avez. Alors, au niveau de ces objets, qu'est-ce que vous avez? Quand vous cochez une clé, alors les clés, j'en ai une ici par exemple, j'en ai une un petit peu plus proche ici. Donc si à un moment j'arrive et paf, je coche une clé, je vais devoir entourer comme ça une clé sur mon plateau joueur en haut à droite. Une clé vous sera demandée pour entrer dans un temple. Pour pouvoir cocher une case temple, vous devrez barrer une de vos clés entourées. Alors est-ce que j'ai un temple pas trop loin? Voilà, si plus tard j'avance et je veux ici cocher ce temple, il va falloir que j'utilise une de mes clés et que je la barre. Si je n'ai pas de clé disponible, je ne pourrai pas rentrer dans un temple. Entourer à ce moment-là la valeur la plus élevée disponible pour ce temple. Tout simplement, les temples sont reliés sur le côté, ici avec des lettres. Donc ici, le temple qui est dans cette zone, c'est le temple C. Si je rentre dans le temple, là c'est le temple A, donc c'est dans celui-là que je viens de rentrer. Donc à ce moment-là, je vais entourer ici la plus haute valeur disponible. J'aurai gagné ces points. Et à la fin du tour, vous annoncez quel temple vous avez visité et les autres joueurs devront barrer la valeur du temple que vous avez entouré ici. Donc, automatiquement, quand ils visiteront ce temple, ils auront un nombre de points moins important que vous. Plusieurs joueurs peuvent visiter un même temple dans le même tour. Ils gagneront tous la valeur la plus haute restante pour ce temple sur leur plateau. Mais par contre, les autres joueurs devront, eux, barrer autant de valeurs que de joueurs ayant visité le temple, en partant de la plus haute valeur, bien entendu, et en descendant. En cochant une carte, donc par exemple ici j'ai une carte, hop, je vais cocher une carte. C'est un petit peu comme les clés, je vais aller entourer une carte en haut à gauche de mon plateau. Plus tard dans la partie, je pourrai utiliser une carte en la barrant, un petit peu encore une fois comme une clé, pour ignorer les types de terrain d'une carte exploration. Donc si je suis comme ça et que ça ne m'intéresse pas, je peux ignorer les types de terrain d'une carte exploration et à la place, je vais cocher 4 cases d'un type de terrain de mon choix. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Je peux cocher 4 cases d'un coup, 1, 2, 3, 4, par exemple, pourquoi pas. Si le joueur actif utilise une carte, il doit tout de même choisir en dirigeant vers lui le terrain qu'il prendrait, même s'il ne le prendra pas puisqu'il va utiliser une carte, et donc ça laissera aux autres joueurs le terrain à 3 croix. Lui, il utilisera sa carte après derrière, et il fera ses 4 croix. Alors le cheval, d'ailleurs j'en avais déjà coché un là en dessous de cheval, le cheval, lui, il va vous permettre de faire une croix sur le terrain de votre choix, avec toujours les règles habituelles de coche. Donc je ne peux pas aller cocher n'importe où, il faut toujours que je sois adjacent orthogonalement. Et par exemple, je peux dire, tiens, j'ai fait un cheval, je vais aller cocher une croix de plus, ça me fait encore une carte que je vais entourer ici par exemple. Donc bien entendu, vous l'avez compris puisque je viens de vous le montrer, si la case cochée de cette manière contient elle aussi un symbole, vous appliquez son effet. Ensuite, il existe 3 types d'aliments. C'est les 3 types d'aliments qui sont représentés ici, pommes, carottes et poissons. Et tout simplement, à chaque fois que vous cochez un de ces aliments, par exemple, si ici, hop, je vais cocher une pomme, vous cochez le même aliment ici dans la colonne qui correspond à la manche dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, si je suis à la première manche, je vais aller cocher une pomme ici pour dire que j'ai bien eu ma pomme. Mais bien évidemment, si toujours dans cette manche, j'arrivais à aller plus tard cocher une autre pomme, ça ne servira à rien puisque dans cette manche, elle est déjà cochée et donc ça n'aurait aucun effet. Donc voilà, ça c'est important. Un aliment qui avait déjà été coché dans la manche ne peut pas être recoché et c'est un petit peu la même chose plus tard. Si je suis à la manche 3 et que je coche des aliments, et puis que j'ai de nouveau une pomme à cocher, bien entendu, je ne vais pas pouvoir aller cocher celle de la manche 2 est terminée, c'est trop tard. En manche 3, elle est cochée, donc ça ne me servirait à rien. Donc c'est important, vous avez bien 1, 2, 3, 4 ici, ce sont des colonnes, et ça correspond aux 4 manches du jeu. Pour les gemmes, rien de plus simple. Tout simplement, pour chaque gemme cochée, vous allez cocher une gemme ici, en haut à droite de votre plateau. Donc là, par exemple, allez, admettons que je vais aller faire une croix ici, et peut-être 1, 2 croix ici. Et donc, dans le même tour, grâce à mes montagnes, j'ai coché 2 gemmes.
Concernant les villages, sachez qu'à part celui de départ, vous ne pourrez jamais en cocher d'autres. Par contre, toute coche adjacente orthogonalement à un village vous rapportera des points en fin de partie. C'est cette tuile de scoring qui explique cela. Donc ça peut être intéressant de repartir dans d'autres directions pour faire plusieurs coches orthogonalement et d'aller surtout chercher les villages qui sont sur les autres tuiles pour essayer de mettre des coches à côté des villages pour gagner un maximum de points. Quand tous les joueurs ont coché leur case, le tour est terminé. À ce moment-là, tout temple coché est annoncé, puis le joueur à gauche du joueur actif devient le nouveau joueur actif. On défausse bien entendu la tuile qui avait été utilisée, et le nouveau joueur actif pioche une nouvelle tuile. Il choisit son côté comme d'habitude, et on enchaîne un nouveau tour. Il y a une exception à 3 joueurs lors du 7e et dernier tour d'une manche. Lors de ce dernier tour, il n'y aura pas de joueur actif et tous les joueurs pourront choisir le type de terrain qu'ils préfèrent entre les deux disponibles pour y cocher 3 cases. Une manche prend donc fin après 7 tours et à chaque fin de manche, les joueurs procèdent au décompte de leurs aliments et de leurs gemmes pour la manche qui vient de se terminer. Donc c'est ce que je vous expliquais. Là par exemple, pour la manche 1, si j'ai 0 aliment, c'est donc 0 points bien entendu. Si j'en ai 1, c'est 2 points. Si j'en ai 2, c'est 5 points. Et si j'en ai 3, c'est 10 points. Il y a ce décompte à chaque fin de manche. Donc là, j'aurais eu 2 points. Là, si la manche est déjà terminée, j'aurais eu 0. Et là, si la manche est déjà terminée, j'aurais eu 5 points. Pour les gemmes, c'est un petit peu pareil. Ici, j'ai 2 gemmes de cocher. Admettons, on est en première manche. Je marque un 2. Si plus tard, j'en coche encore. En deuxième manche, je marque un 4. Et si plus tard, j'en coche encore. En troisième manche, je coche un 7. Par exemple. Voilà pour les scorings de fin de manche. En fin de manche, le jeton premier joueur est passé au joueur suivant en sens horaire et une nouvelle manche peut commencer. La partie prend fin à l'issue de la 4e manche. Pour le décompte final, commencez par calculer les points de vos 4 villages. Donc village A, B, C, D qui correspondent aux mêmes lettres qui sont là, A, B, C et D. Et pour chaque village, vous regardez le nombre de coches adjacentes orthogonalement. Par exemple, pour le village A, 1, 2, 3 coches adjacentes orthogonalement. Et là, vous avez le nombre de coches, 1, 2, 3 coches, c'est 7 points. Et vous faites comme ça pour chaque village. Et après, vous faites l'addition de l'ensemble de vos 4 villages. Vous additionnez ensuite les points de vos temples. Donc, c'est les fameux points des temples que vous avez réussi à entourer. Et vous mettez ce résultat ici, en bas à gauche de votre plateau joueur. Il vous reste à effectuer l'addition complète donc des aliments, des villages, des gemmes, des temples, et ça vous donne ici votre score final tout simplement. Et le joueur avec le plus de points l'emporte, et en cas d'égalité entre plusieurs joueurs pour la première place, c'est celui qui aura barré ici le moins de cartes qui gagnera la partie. Il existe 4 scorings avancés avec lesquels vous pouvez choisir de jouer. Pour les temples, il vous faudra retourner votre plateau joueur avec ce type de scoring indiqué pour les temples. Donc, pour le reste, les aliments, les villages et les gemmes, il vous faudra simplement retourner vos tuiles de scoring de l'autre côté. Une fois que vous êtes familiarisé avec le jeu, vous pouvez essayer de jouer avec tout ou partie de ces scorings différents qui sont bien entendu plus complexes. Vous aurez également la possibilité de jouer avec des tuiles objectifs, sachant que le dos de chaque carte contient une tuile objectif différente. Donc là, je vous en montre absolument que quelques-unes. Elles sont très nombreuses. Lors de la mise en place, vous pourrez retourner 1 à 3 tuiles paysages non utilisées qui seront alors autant d'objectifs à essayer de réaliser en cours de partie. Et en fin de partie, vous marquerez les points des objectifs que vous avez réussi à compléter en bas à droite de votre plateau joueur, ici même. Attention toutefois, le scoring avancé avec les gemmes, c'est-à-dire celui-ci, n'est pas compatible avec l'objectif avancé des gemmes, de cocher aucune gemme durant la partie, parce que en termes de score, ça serait absolument pas rentable.
Il existe un mode solo pour Explorers qui se joue de manière très simple avec deux petites modifications des règles standards. Alors tout d'abord, au début des manches 2, 3 et 4, vous barrerez automatiquement la récompense la plus élevée disponible de chaque temple que vous n'aurez pas déjà visité. Donc ici, au début de chaque manche, vous allez automatiquement, pour les temples non visités, barrer la récompense la plus haute. Ensuite, à chaque tour, vous retournez une carte exploration face à vous, voilà, comme ça. Et vous aurez toujours le choix entre 3 coches pour le terrain qui vous fait face ou 2 coches pour l'autre terrain. Et vous ne pourrez en aucun cas modifier ce choix ou tourner la carte. Donc voilà, je joue, là j'aurai forcément ce choix-là. Paf, là ça sera 3 pour les montagnes, 2 pour le désert. Et je vais jouer comme ça toute la partie. Et en fin de partie, vous comparerez votre score avec l'échelle de succès présente dans le livret de règles. Et c'est à vous de vous améliorer le plus possible d'une partie sur l'autre. Explorers est un jeu rafraîchissant avec des règles simples et facilement assimilées et qui s'adresse à tout type de joueurs. Le plaisir d'y revenir ou d'enchaîner les parties laisse penser qu'il pourrait devenir un classique de votre ludothèque, d'autant plus que son temps de partie est très raisonnable et qu'il permet donc d'y jouer à tout moment. La rejouabilité est forte avec des cartes à explorer toujours différentes et la possibilité de varier le scoring et les objectifs à souhait. Vous l'avez compris, c'est pour moi une très bonne surprise que je vous conseille d'essayer de toute urgence. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.